Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, c'est le 10e épisode de notre série RDC Congo, capitale d'Afrique. Cette série dédiée à la littérature congolaise. Et je vais vous présenter le livre intitulé « Ma lignée telle une plante de courge » de l'autrice Louise Ngandou. Alors Louise Ngandou est d'origine congolaise, elle vit à Bruxelles, elle est politologue et experte en management public, elle défend la cause des femmes depuis 25 ans, elle est présidente de l'association Air de femmes, cofondatrice et présidente d'honneur de l'Union des femmes africaines. Elle est lauréate du prix Femmes de paix en 2012 et du prix Femmes d'exception en 2019. Alors, le livre « Ma lignée telle une plante de courge » est un récit autobiographique. Il retrace le parcours de l'autrice depuis son enfance en RDC avec sa famille. Et ce livre nous fait découvrir également le parcours de son père qui avait quitté le Kasaï pour s'installer dans le Haut-Katanga pour travailler à l'Union minière. Alors, je vous recommande vivement la lecture de ce livre parce que c'est une page de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et c'est également une histoire d'espoir, de résilience. Alors, avant de vous partager l'interview que j'ai eu l'honneur de mener avec Madame Louise Ngandou, je vous souhaite des lectures passionnantes et je vous dis à très bientôt. Madame Louise Ngandou, bonjour. Bonjour, Thérèse. Voilà, aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de mener cette interview avec Madame Louise Ngandou pour sa dernière publication, Ma lignée telle une plante de courge. Comment avez-vous décidé de mettre votre vie en récit? Comment? C'est parti d'où, en fait? C'est parti de ce que chacun ou chacune d'entre nous connaît à un moment donné de sa vie, c'est-à-dire on commence à se poser des questions existentielles. D'où je viens, pourquoi ceci, on interroge un peu sa situation et puis sa vie familiale. C'est venu de la mort de mon père qui était brutal, j'en parle dans le livre. Et qui a fait que j'ai reporté tout l'amour paternel sur mon frère aîné. Et donc, je me suis moulée un peu là-dedans, avec les études, la lecture, j'y ai pu penser. Et puis, la mort brutale de mon frère aîné a réveillé un peu le deuil de mon père et toutes ces questions qui se posaient à nous. Je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de Air de femme, que c'est en 2014 que j'ai mis les pieds au Kasaï. Effectivement, mes parents sont originaires de là, mais je suis née au Katanga, grandie au Katanga. J'avais jamais mis les pieds là. Et je vais là pour un projet. Et donc, la mort de mon frère en 2012 a réveillé ce deuil. Et donc, j'ai voulu comprendre comment se fait-il que nous sommes nés tous au Katanga? Pourquoi papa avait migré? Pourquoi? J'interrogeais un peu cette histoire familiale. J'en avais besoin, j'avais soif de connaître. J'avais dit, vous tous qui êtes encore en vie, maintenant racontez-moi ce que vous m'avez jamais raconté. En fait, c'est de là qu'est parti ce livre. Ah oui, c'était de vos interrogations. Des grosses interrogations, une découverte de moi-même, une découverte de l'histoire familiale. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, un récit n'est jamais personnel parce que ça s'inscrit toujours dans
dans un récit global, dans une histoire globale. L'histoire personnelle s'inscrit dans l'histoire globale. Il y a toujours des interactions. Et ça, je ne pouvais pas occulter cet aspect que je découvrais, que je vivais. Et j'ai essayé de le rendre du mieux que je pouvais dans le récit. Oui, parce que votre récit personnel nous permet de replonger dans notre histoire, l'histoire du Congo. Et la durée pour écrire, donc vous avez dû collecter d'abord toute votre histoire familiale, puis après une fois que vous avez décidé vraiment de la création maintenant du livre, ça vous a pris combien de temps, vraiment le temps d'écriture? Le temps d'écriture, étant donné que la collecte, autant j'étais assidue, j'ai tout rassemblé. Maintenant, pour aller mettre tout cela en musique, me départir de l'émotion grande que j'avais en écrivant ce livre, et puis avec les décès de mes frères et sœurs qui intervenaient, je faisais des stops. Je vous dirais que globalement, cela a mis à peu près 4 ans. À peu près 4 ans. Parce que j'entrais dedans, je ressortais, j'entrais dedans, je ressortais. Et au moment où j'ai décidé vraiment de le faire d'un trait, je me suis rendu que ça n'a pas été facile. Et alors on m'a recommandé une éditrice qui est spécialisée dans les récits de vie. Je l'ai contactée, Anne-Marie Trecker, donc... elle m'a demandé de lui transmettre mon manuscrit, je lui ai transmis, puis elle m'a répondu avec plusieurs recommandations. J'ai lu tout ce qu'elle me demandait de faire, mais je ne voyais pas comment j'allais commencer. Je l'ai appelée humblement, je lui ai dit franchement, je comprends tout ce que vous me demandez, mais je ne vois pas par où commencer. Alors elle m'a donné rendez-vous, nous nous sommes vus. Et là, c'est là qu'elle m'a ouvert les yeux un peu sur des aspects que je ne voyais pas. Par exemple, elle me dit, mais qui écrit ce livre? J'ai dit, mais c'est moi. Et vous n'êtes nulle part là-dedans. J'ai dit, ah, oui, vous parlez de tout le monde sauf de vous. Alors, votre livre, c'est un récit de vie qui est fait des joies, mais aussi des peines. Vous ne pouvez pas commencer votre livre par la mort de votre frère. Je veux que tout le premier chapitre vous parle de vous. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, tout ce que vous voulez. Vous parlez de vous. Parce qu'en parlant de vous, vous parlerez forcément de votre frère qui vous a élevé. Et à ce moment-là, les gens comprendront, dans le chapitre suivant, le séisme qui a été le vôtre. Et alors, il m'a dit, bon, tous les éléments liés à l'histoire, à la géographie, certains éléments, je n'en avais pas beaucoup. Il dit, scrapez ça, laissez ça aux historiens, restez dans votre récit de vie. Et puis, peu de temps après, elle m'a écrit, elle m'a dit, il y a les tables d'écriture qui vont se donner, c'est dans quelques séances, j'ai payé, j'ai participé aux tables d'écriture, et au sortir de là, je voyais clairement comment j'allais avancer et comment j'allais agencer aussi mon livre. Et là, ça a été la ligne droite. Et ça a été vraiment la ligne droite. Je voyais clairement ces tables d'écriture ont réveillé même en moi certains souvenirs que je n'aurais jamais pu écrire, un peu comme je commençais le livre en racontant comment j'ai quitté mes parents. J'aurais jamais pensé commencer le livre comme ça si je n'avais pas participé aux tables d'écriture. Oui, mais moi, justement, dans la construction, je trouvais ça vraiment très bien. Parce que c'est comme si c'était... Moi, j'ai vu le livre un peu en 2 parties. Donc, j'ai vu vraiment... La première partie, c'est votre parcours, en fait. C'est vraiment ça. Et puis après, c'est comme si vous retournez aux sources. C'est comme si vous retournez vraiment au départ, comme pourquoi votre père est arrivé là. Et là, on voit son histoire. Et la vôtre. En même temps, parce qu'on vous voit vraiment arriver dans la famille. On voit tous vos frères et sœurs, comment ils arrivent à ce moment-là. Alors, moi j'avais, évidemment, quand on lit le livre, on voit clairement l'explication du titre. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, juste expliquer le titre? Le titre, m'aligner telle une plante de courge, est une partie de la phrase que mon père répétait souvent.
La phrase entière est: m'aligner telle une plante de courge ne flétrira point. Oui. Elle continuera toujours à ramper. Et effectivement, quand on voit la plante de courge avec ses fleurs jaunes, avec ses courges, ses courgettes, eh bien, cette phrase que mon père répétait souvent, lui-même est venu d'une famille qui était grande. En fait, mon grand-père était polygame, mais chez ma grand-mère, chez mon père, ils étaient 3. Il a perdu son frère, sa sœur très jeune. Donc, mon père est resté seul. Et ma mère, sa maman est décédée juste après son accouchement. Donc, voilà. Et donc, quand elle a eu 8 ans, mon grand-père est décédé. Et donc, l'histoire de mon père et de ma mère, leur vraiment famille, c'était la grande famille, leurs enfants qu'ils avaient eus. Et mon père disait que voilà, eh bien, ma lignée à moi sera vraiment comme une plante de courge. Elle va continuer. Elle va continuer à prospérer, effectivement, on le voit parce que j'ai vraiment même des neveux, des nièces, des petits-neveux, nièces que je ne connais pas encore. Donc ça continue vraiment. Ça continue. Alors, ici, ça c'est plutôt dans la première partie. Moi, j'avais noté ici, quand ça commence, oui, cette citation. Donc, c'est avec ça que vous commencez. Donc, vivre loin de chez soi, c'est comme vivre perché sur un arbre. Donc, moi, je me dis, tiens, pourquoi vous avez choisi cette citation ? Parce que c'est un côté, oui, c'est un côté un peu négatif, je trouvais, le fait de l'exil, mais l'exil, le départ un peu négatif. Pourquoi vous l'avez choisi pour commencer ? Je l'ai choisi parce que c'est une expression qui existe effectivement. Oui, c'est une traduction. Oui, traduction d'une expression qui dit en fait, quand on va quelque part, ça symbolise un peu le déracinement qui est une réalité. C'est ça. Qu'on ne peut pas nier, et un déracinement a toujours aussi un côté douloureux. Et que à un moment donné, il faut descendre de l'arbre et se poser pour continuer à vivre. Et alors je voulais commencer par là parce que le long du récit, ça montre comment j'ai vécu ce déracinement, je me suis posée, puis j'ai vécu encore un autre, je me suis posée, j'ai vécu, je me suis posée. Quand on est au premier déracinement, on rêve toujours de là d'où l'on vient, avec la tentation d'y retourner. Et c'est ça qui montre qu'on est comme perché à un arbre, on ne descend pas. Oui, on reste accroché. On reste accroché, on ne descend pas. Et à un moment donné, il faut vraiment descendre. Et je trouvais que ça reflétait beaucoup mieux mon parcours. Ok, dans ce sens-là. Mais j'aimais bien aussi comment vous avez commencé. Donc, je vais lire quelques lignes ici. Alors, le lieu de naissance et d'enfance est pour nous ce que le sol est pour un arbre. C'est l'endroit où se trouvent nos racines. C'est notre port d'attache, le lieu de nos souvenirs et de nos rêves. Il sera toujours une part de nous-mêmes. Ce titre, j'aimerais bien qu'on explique un peu plus ce titre. Donc ça, c'est à la page 24. Loin de chez soi pour se retrouver soi-même. Donc là, on est descendu de l'arbre. On est descendu de l'arbre. À ce moment-là, on doit s'adapter à son nouvel environnement. Cela fait appel au potentiel qu'on a en nous, qui n'est souvent pas exploité, qu'on a des talents, qu'on a une force pour vaincre l'adversité, là on a, et qu'on découvre qu'à ce moment-là, donc loin de ma famille, me retrouvant ici, sans frères et sœurs, rien qu'avec mon mari, et je dois apprendre cet environnement, arriver à trouver ma place dans cet environnement, m'insérer professionnellement et tout. Là, je me suis découverte que j'étais vraiment une battante. Oui. Mais oui, parce que vous avez fait vos études avec les enfants. Avec donc les moi, enfants. je trouve ça, waouh. C'est vrai et que quelles c'est études, là... oui, c'est ça. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais vraiment une vraie battante
et que voilà, je n'avais pas peur d'oser, j'avais pas le mental de quelqu'un qui abandonne à la première difficulté. Et c'est là que j'ai découvert aussi qu'en fait, ceux qui vont loin, c'est pas les plus intelligents, ce sont les persévérants. Oui. Ce sont les persévérants qui vont loin. Et ben ça, c'est tout. Allez, je me suis découverte de l'intérieur, j'ai découvert les talents, j'ai décidé de les utiliser, de les exploiter, Oui. Eh bien, c'est vraiment ce titre-là. C'est ça signifie. Oui, 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 on se découvre. Moi, ce que je trouvais bouleversant, à un moment donné dans le livre, vous dites, oui, vous passiez vos examens, vous étiez parti avec vos enfants, donc ils restaient avec les autres étudiants pendant que vous passez les examens. Donc ça, c'est vraiment s'adapter. Il y a les enfants, on va avec eux faire les examens. J'ai pas de baby-sit, j'ai personne pour les garder. Je les prends, je leur donne des crayons pendant que je répète dans le bus mes cours. Wow. Et puis on arrive, j'attends mon tour. Et des collègues plus jeunes que moi, très sympas, a dit « Ah non, on les garde, hein, Louise, on les garde. » Oh mon Dieu. Et puis moi j'entre, je passe mon examen et puis je sors. Et voilà. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment ne pas abandonner, quoi. Ouais. Alors, ici, oui. Moi, après, on continue dans le livre, justement pour revenir à votre parcours, qui n'était pas facile, mais moi, j'ai l'impression que votre père, même s'il vous a quitté très tôt, c'est vrai que vous dites que votre grand frère est très présent. C'est vrai que votre grand frère a repris ce rôle et que vous avez tout reporté sur lui. Mais en fait, votre père avait déjà tout dit. Donc ceux qui étudient aillent le plus loin possible et qui ne souhaitait pas, parce que lui il a travaillé donc pour la GECAMI, une vie d'ouvrier très difficile, et bon, je ne vais pas dévoiler ce qu'il a emporté pour les lecteurs, mais il avait fait le travail en fait. C'est vrai. Même si votre frère a brillamment repris, et en fait c'est ce que je me suis dit à la fin, parce qu'à la fin donc vous revenez vraiment sur votre enfance, sur pourquoi votre père est parti, a déménagé, etc. Et en fait la fin, on a la réponse, parce que moi je me dis mais c'est quand même dur. Et je pense que, pour en revenir encore à la courge, ben, les racines étaient déjà plantées. Et je pense que c'est ce que j'ai, Non, je vous le confirme, parce que j'ai ressenti, en écrivant en fait. vraiment ce livre, des choses que j'entendais de mon père, alors que j'étais enfant, j'étais jeune, je me suis rendu compte que c'était resté. Oui. Mais il fallait juste à un moment donné pour que ça revienne, ça, je me souvienne, que je le pratique. Ouais, c'est vrai que c'est précieux. Et je tenais vraiment à l'écrire, pas tellement... Oui, pour notre génération, oui, mais surtout pour les jeunes, pour les enfants, les jeunes qui lisent ce livre, parce qu'on ne réalise pas toujours combien les conseils des parents sont précieux, sont des conseils de vie. Oui, oui. On ne réalise pas toujours combien c'est un grand cadeau d'avoir ces deux parents. Oui. Et donc, c'est c'est vraiment un grand cadeau, une grande grâce qu'il faut rendre vraiment au quotidien, et leur rendre ce qu'ils méritent. Parce que ici, en redécouvrant par ce récit qui était mon père, et que je découvrais, c'est cet amour qu'il exprimait, même à travers sa rigueur, je me rends compte que, ah tiens, mais il n'est plus là pour que je le lui rende, et ce livre est pour moi vraiment un hommage. Je dis, mais en fait c'est un récit aussi historique. Oui.
Eh bien, effectivement, c'est pour ça dans l'hommage que je rends à mon père, je rends hommage à tous ceux qui ont dû migrer pour venir travailler dans l'Union minière, qui ont partagé le sort de mon père. Ouais. Comme je disais, c'est une histoire personnelle, mais qui s'inscrit dans une histoire collective. Et les plus beaux témoignages que j'ai reçus, c'est le retour de certaines personnes qui ont lu ces livres. Il y en a un qui est venu me trouver, qui m'a dit: Louise, quand j'ai lu ce livre, enlève seulement les noms de tes parents et mets les noms du mien, parce que nous avons vécu la même histoire. C'est ça. Et ça m'a beaucoup touchée. Et un autre témoignage de quelqu'un qui l'a lu, qui est au Congo, à Lubumbashi, il m'a dit: dès que j'ai vu ton livre, je l'ai commencé avec une lampe torche, il n'y avait pas d'électricité le soir. J'ai commencé à le lire et puis je suis allée dans la voiture pour lire. Il dit: en fait, j'ai vécu la même histoire. J'ai été élevée par mon grand frère. Et à l'époque, mon père travaillait dans les mines à Kolwezi. Et à cette époque, il y avait des éboulements chaque semaine. Et tous les jours, ma mère et d'autres femmes allaient à la clôture où les mineurs sortaient des mines pour voir comment ils sortaient. Et si tu ne voyais pas ton mari, ce qu'il a été englouti. Il dit: est-ce que tu réalises que c'était ça la vie de ma mère et de beaucoup de femmes? Et ça a duré des années. Il dit: ton livre m'a rappelé cela. Et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup connaissent l'Union minière seulement à travers les richesses que ça apportait au pays, à l'économie nationale. Mais l'effort qui était fourni par les travailleurs, le nombre de vies qui ont été fauchées, voilà, on ne le saura jamais tant que ceux qui ont vécu cela ne l'écriront pas. Et j'ai un ami belge qui a lu le livre qui m'a dit: ah Louise, mais je connais très bien l'Union minière, mais je découvre des choses. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. J'ai dit à tous mes enfants de lire. J'ai dit: c'est normal parce que vous connaissiez l'Union minière écrite par les cadres. Et vous connaissiez la vie des cadres. Et ça, c'est l'Union minière écrite par la fille d'un ouvrier. Donc, je vous rends compte simplement du quotidien. Je vous avoue que quand j'ai su le salaire qui était donné aux travailleurs, j'ai arrêté d'écrire. C'est vrai. J'ai pleuré devant mon ordinateur. Parce que je revoyais mon enfance. J'ai dit: et avec ça, papa se faisait un point d'honneur de nous amener toujours une friandise le matin. Le sacrifice. Oui. Non, c'est vraiment une histoire, moi je pense, qui ouvre les yeux à beaucoup de gens. Nous devons assumer notre histoire. Quelle qu'elle soit, nous devons l'assumer et nous devons oser l'écrire. Oser l'écrire, parce que tous ces témoignages qui me reviennent par des gens qui ont lu mon livre, qui n'ont jamais pu écrire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, et qui trouvent dans ce livre un peu leur histoire. C'est Pichi Banda qui m'a relu, dès qu'il a lu la première... le manuscrit, le premier manuscrit, il m'a appelé, m'a dit: Louise, en te lisant, je voyais ma mère. Je ne sais pas, je suis vraiment loin. J'aurais aimé tellement te serrer dans les bras parce que tout ce que ta mère faisait, ma mère faisait. C'était le quotidien là-bas. Et alors, et c'est là que j'ai réalisé doublement que voilà, ce récit n'est pas personnel, il est collectif, il touche beaucoup de gens. L'Union minière, on doit savoir ça. Moi, je me suis dit, on doit savoir parce que quand on me parlait de l'Union minière, on disait: oh, mais les travailleurs là-bas avaient beaucoup d'avantages, c'était bien, c'était le bon temps, mais on doit savoir ce genre de récit. Ils avaient des avantages, comme je l'ai rappelé à quel prix? À quel prix?
Et même avant ces avantages, le travail, c'était un travail, ils ont pratiqué le travail forcé aussi. Hein. Ils ont commencé à donner des droits après la Deuxième Guerre mondiale et encore. Oui. Mon père qui a travaillé durant la Deuxième Guerre, j'évoque ça. Oui. L'usine devait tourner 24 heures sur 24. Oui. Et les produits étaient traités du produit cru au produit fini. 24 heures sur 24, l'usine devait tourner pendant la guerre. Mais ça, on n'écrit pas quel était le prix. Et quand les ouvriers ont essayé de se révolter à un moment donné, parce que épuisés, parce que salaire de misère, on a tiré dessus. Il y a des amis de mon père qui ont dit non, on est venu ici pour nous essayer de gagner quelque chose, élever nos familles. Si on commence à nous tuer, autant rentrer au village. Certains sont rentrés, d'autres ont dit est-ce qu'on va interrompre la scolarité des enfants, les ramener au village. Donc je peux imaginer des choix difficiles. Ces choix difficiles, douloureux que mon père a dû prendre. Il a dit je prends ça sur moi. Oui. Mais ça, ce passage de la Deuxième Guerre mondiale, on ne le sait pas. Non, Oui, on commence maintenant à parler des tirailleurs qui sont partis sur le terrain, si je peux dire. Mais par exemple, ça, non. Il faut fouiner pour tomber sur ces écrits-là. Et tout ce que mon souhait, c'est que ce récit de vie ouvre un champ d'écriture pour d'autres aussi, qui peuvent aller plus loin, entrer dans cette histoire et faire connaître cette histoire à nos enfants. Et au plus grand nombre. Il y a le Kassala qu'on a trouvé à plusieurs reprises ici. Et donc, je ne connaissais pas cet art oratoire. Est-ce que vous pouvez expliquer Oui, le Kassala, c'est vraiment quelque chose dont j'ai découvert la profondeur à la mort de mon frère. J'avais toujours entendu et j'ai assisté parfois quand on le faisait et je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose de très très riche. C'est un poème qui peut être déclamé, c'est panégyrique, ça peut être déclamé lors de l'intronisation d'un chef, lors d'un deuil, lors d'un mariage. Et ce qui me touche beaucoup dans le Kassala, parce que le Kassala remonte un peu la généalogie, le Kassala va louer les ascendants en passant par les gentils et puis les descendants. Et dans ce qui est le Kassala que je trouve très beau, c'est que le Kassala nous fait prendre conscience en fait qu'on est le maillon d'une longue chaîne. Et en tant que maillon d'une chaîne, nous sommes appelés à une responsabilité. Oui. Cette responsabilité passe par la transmission des valeurs, la transmission du savoir, la transmission de ce qu'on a reçu. Et donc le Kassala t'interroge, mais le jour où tu n'es plus là, qu'auras-tu laissé à ta descendance? Qu'auras-tu transmis aux autres? Ah oui. Et donc là, je trouve que le Kassala est très beau. Chanter ou déclamer, c'est vraiment quelque chose qui produit énormément d'émotions. Oui, mais même lu. Même lu. Énormément d'émotions. Et je pense que ça donnait, parce que bon, il y a eu le Kassala ici, vous l'avez écrit dans des événements tristes, lors des deuils. Mais je trouve que ça, bon, il y a le choc évidemment de l'annonce et toutes les tristesses, mais ça a comme un apaisement aussi. Oui. Moi, je ressens, vraiment, je l'ai ressenti comme ça. C'est vrai que ça apaise parce que chanter dans ce moment de deuil, c'est un peu invoquer tous ceux qui nous ont précédés et les invoquer, les appeler pour dire accueillez-le. Oui. Et en cela, effectivement, il y a un effet apaisant. Et en cela, on dit souvent, bon, dans d'autres cultures, ce n'est qu'un au revoir et on se retrouvera. Et puis, en tant que chrétien, on se dit, ben voilà, on passe juste de l'autre côté et puis on se retrouve. La vie n'est pas finie avec la mort. Eh bien, il y a ce côté vraiment apaisant croisé à ma foi qui m'a donné et qui me donne beaucoup de sérénité. Oui,
Non, je trouvais que c'est très bien pour finir les deuils. En tout cas, Madame Louise Ndandou, un tout grand merci. Vraiment, Merci. c'était vraiment un honneur.